La télé d'ici reçoit ce soir Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec lui, on reviendra sur les efforts du gouvernement pour résoudre, presque définitivement, on l'espère, la question du chômage des jeunes. On essaiera aussi d'établir une sorte de bilan à mi-parcours de son action. Et puis, inévitablement, on commentera ensemble l'actualité politique nationale, puisqu'il arbore par ailleurs la casquette de porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En deuxième tableau de cette télé d'ici, on parlera sécurité en période des fêtes, avec notamment le directeur général par intérim de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, et le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. En dernier tableau, je propose qu'on se jette plein pied, en totale immersion, dans le Zouglou pur et dur, avec la révélation Zouglou 2014. C'est le groupe Orchestre Zouglou Makers, qui sera d'ailleurs live, en clair et sans décodeur, sur la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne pour télévivre ou téléviver, tout ce que la Côte d'Ivoire justement compte d'essentiel. On est très heureux ce soir de recevoir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement. Mamadou Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci de la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et nous avons 24 minutes justement pour passer en revue l'essentiel de l'actualité et aussi de vos missions. D'accord. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Ça va ce week-end? Très bien, bien reposé, prêt à Farniente, attaquer une nouvelle... comme promis. Comme promis, ouais. On s'est bien reposé, on est prêt à attaquer la semaine avec des sujets très intéressants d'ailleurs. C'est cela. Ouais. D'accord. Et Princesse qui nous a sorti une coiffure venue de Jupiter ou de Neptune, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça en jette comme ça se dit vulgairement. Just Beyoncé. D'accord. Bienvenue, vous êtes resplendissante ce soir. Merci. On veut espérer que cette émission sera tout aussi resplendissante. Mamadou Touré, c'est quoi le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Selon la norme BIT, Bureau international du travail. Confirmé par la BAD, le taux de chômage est relativement bas, 2,6. Mais ce taux ne reflète pas toute la réalité de la situation de jeunes dans notre pays et en Afrique. Parce que lorsque vous prenez les critères BIT, on considère qu'un chômeur, une personne qui n'a pas d'activité, qui est apte à travailler et qui est à la recherche d'un travail. Et sur la base donc, de ces trois critères, le chômage est calculé dans tous les pays au monde et nous avons un taux de chômage très bas. Mais nous avons des économies informelles. Donc vous avez près de 93% des activités qui sont menées dans le secteur informel. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont en situation donc, de précarité. Et d'ailleurs, la BAD a fait ressortir dans son rapport 2018, qui est très mal interprété, que la plupart des pays pauvres ont des taux de chômage très bas. 1,7 au Togo, 3 points au Libéria, 5 points au Burkina ou au Mali. Et la BAD explique que l'étude montre que plus les pays sont pauvres, plus le taux de chômage est bas, parce que malheureusement, dans les pays très pauvres, les populations sont obligées de s'adonner à des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Or, en menant ces petits métiers, ils sortent donc de la définition stricte donc, du chômage. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà du taux de chômage, regarder le niveau donc, de vulnérabilité donc, des emplois, de la précarité de l'emploi. Donc le taux combiné de chômage et d'emploi vulnérable monte à 25%. Et quand vous prenez l'emploi informel, nous sommes à 93%. 93%. D'emploi donc, informel. Quand on met de côté l'emploi informel, ça vous satisfait ou pas, Pierre? Je sais que vous aviez une préoccupation. C'est vrai que moi, je me posais des questions, mais du coup, ça m'emmène à en poser une autre. On est un pays parmi ces pays pauvres qui affiche un excellent taux de croissance, près de 8% depuis une dizaine d'années. Et pourtant, on se demande si ce pays représente aujourd'hui un Eldorado pour ces jeunes que vous représentez dans votre ministère. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, d'abord pour que les questions d'emploi soient réglées, il faut qu'il y ait de la croissance. Parce que la croissance signifie augmentation des richesses. Ça nécessite des investissements privés dans tous les domaines, infrastructures et autres. Donc la croissance durable, ça veut dire que sur un long temps, crée forcément des opportunités donc, en termes de création d'emplois.
Dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains, vous avez beaucoup de jeunes qui, donc à partir des années de crise que nous avons connues, qui aujourd'hui ont perdu de l'espoir, qui n'ont plus de lisibilité sur leur avenir et qui ont décidé, pour certains, heureusement pas tous, donc de partir à l'aventure. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans la Méditerranée, avec donc les jeunes qui meurent et autres. Notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est d'accroître les offres d'opportunités pour ces jeunes. Et aujourd'hui, nous avons un programme précis, dans le cadre du programme social du gouvernement, qui s'articule autour de 4 points. Un programme en entrepreneuriat qui permet aujourd'hui de mettre en place un dispositif de financement qui touche toutes les couches de jeunes, donc des petits financements de 100 000 à 1 million pour des jeunes qui ont besoin d'une première activité, des financements qui vont de 1 million à 5 millions pour des jeunes qui ont un projet plus structuré et des financements qui vont au-delà de 5 millions pour des jeunes qui ont des projets beaucoup plus structurés. Nous avons aussi les formations complémentaires qualifiantes qui permettent donc de régler aussi en partie le problème de l'inadéquation entre l'emploi et les formations reçues par les jeunes dans les universités ou grandes écoles. Vous savez que l'épineuse question aujourd'hui, c'est de dire que bon, ces jeunes sont formés, ils sortent, ils cherchent du boulot. Il y a souvent du boulot, mais ces jeunes n'ont pas la formation adaptée. Donc notre département met en place ce qu'on appelle les FCQ, formations complémentaires qualifiantes, qui donnent une seconde chance de formation à ces jeunes-là dans des domaines porteurs, leur permettant de faire leur reconversion. Je peux donner des exemples très précis. Des jeunes qui ont fait des cours en allemand, en espagnol, qui n'ont d'opportunité que d'enseigner, mais qui n'ont pas d'opportunité d'enseigner, peuvent, avec une formation complémentaire qualifiante dans le domaine donc, du tourisme, devenir des guides touristiques, ainsi de suite, en valorisant ce qu'ils ont appris à l'école. Et puis nous avons les programmes de stage. Oui. Oui, 77,3%, si l'on en croit le recensement général de la population de 2014, 77,3% de la population a moins de 35 ans. Autrement dit, 3 personnes sur 4 sont âgés de moins de 35 ans. Est-ce que du coup, s'attaquer au chômage des jeunes ne relève pas plutôt d'une œuvre titanesque? Non, moi je ne parlais pas de s'attaquer au chômage des jeunes, puisque je vous ai dit, selon la définition stricte du BIT, le chômage a une réalité, en tout cas selon cette définition, qui ne peut pas être appréciée au regard donc, du chiffre que nous avons. Je parle plutôt de l'emploi des jeunes, trouver donc de l'emploi des jeunes. Alors, vous me direz, mais si on parle d'emploi des jeunes, c'est qu'il y a forcément du chômage. Non. Tous les en tout cas, selon la définition des économistes, il faut avoir travaillé et quand on n'est pas en activité, on est considéré comme chômeur. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas des chômeurs. Quand vous prenez un étudiant, par exemple, qui ne travaille pas, qui va à l'école, il n'est pas chômeur. Il n'est pas chômeur. Il est en quête d'emploi. Et donc, la question à régler, c'est la question de l'emploi, parce que cet étudiant peut avoir un besoin donc, en termes d'insertion. Alors, comment on règle ce problème quand on a 3 personnes sur 4, je vais vous dire, donc 77% de la population en moins de 35 ans, ce n'est pas seulement des jeunes. Les jeunes, c'est ceux qui ont entre 16 et 35 ans. Ils sont 36% de la population. Parce que dans les 77%, vous avez les bébés de 0 ans, de 1 an, de 2 ans et autres. Donc la cible qu'il faut regarder, c'est tous ces jeunes qui ont entre 16 et 35 ans, qui représentent 36% de la population. Et pour ça, ces jeunes, pour la plupart, donc vous les catégorisez, ceux qui vont à l'école, donc qui ont un besoin donc de formation. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler à réformer notre dispositif de formation professionnelle, à faire en sorte que nos écoles de formation professionnelle correspondent à une logique d'employabilité en termes donc de diplômes décernés aux jeunes et que le monde productif, je parle du secteur privé, puisse donc agir de telle sorte que dans nos écoles de formation professionnelle, les enseignements se fassent en cohérence avec ce que... Alors, vous parlez d'enseignement. Est-ce que l'analphabétisme est un frein, justement, dans l'implémentation de vos objectifs? Bien sûr que c'est un frein, mais je vais aller rapidement. Donc, quand vous prenez le stock de jeunes qui sont à l'école, le jeune qui va à l'école a un problème donc, de formation, de bonne formation et de stage. Le gouvernement règle ça en mettant en place un programme national donc, de stage. Ce programme national de stage permet aujourd'hui, avec 2 volets, les stages pré-emploi, tous ces jeunes à qui on oppose le fait de ne pas avoir une expérience professionnelle lorsqu'ils demandent un emploi. Le gouvernement permet aujourd'hui à ces jeunes d'être mis en situation de travail dans une entreprise pendant 1 an. Ils sont payés à 45 000 francs CFA par mois. L'entreprise intervient avec une contrepartie de 20 000 francs CFA par mois, ça fait le SMIC. Au bout d'1 an, le jeune a sa première année d'expérience professionnelle. Ce dispositif, pour nous, marche d'autant plus qu'aujourd'hui, avec une évaluation de la Banque mondiale, 67% des jeunes que nous avons mis dans ce dispositif ont été gardés par les entreprises. Après, vous avez les stages de validation des diplômes. Tous ces milliers de jeunes Ivoiriens qui ont eu le BTS, admissibles au BTS, qui n'arrivent pas à valider leur diplôme, un programme national règle ça, et puis le programme d'apprentissage qui s'adresse justement à des jeunes qui ne sont pas
très scolarisés, Ouais. qui ont besoin d'apprendre un petit métier Ouais. et qui, à partir de ce petit métier, intègrent le tissu économique. Nous venons de lancer un programme avec l'AGEFOP et pour le mois de décembre et janvier, c'est près de 10 000 jeunes ivoiriens sur l'ensemble du territoire Alors, j'allais poser la que nous question, mettrons en apprentissage. puisque vous parlez justement du nombre dans la population cible, 35% de la population. 36% pour être précis. 36%. D'après mes mauvais calculs, on doit se situer autour de 8 millions de jeunes. Combien de jeunes ont bénéficié jusqu'ici de ces programmes et à terme, dans le court terme, combien de jeunes devraient être touchés par cela? Alors, d'abord, je vous dis que les 36% donc, des 16-35 ans, pour la plupart, sont des jeunes qui sont à l'école. Beaucoup de jeunes sont encore à l'école à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, lorsque vous prenez les programmes de l'Agence Emploi Jeunes, dans la période 2015-2018, c'est près de 200 000 jeunes qui ont bénéficié des programmes de l'Agence Emploi Jeunes. Dans le cas du programme social du gouvernement, pour l'année 2019 et 2020, c'est près d'1 demi-million de jeunes que nous devons traiter pour l'ensemble des programmes que j'ai eu donc à énoncer. Alors, en dehors... Qui seront absorbés par le système en combien de temps? D'ici combien de temps? Mais c'est sur 24 mois, c'est-à-dire pour l'année 2019 et l'année 2020. J'ai même une très bonne nouvelle, parce que sur les 500 000 opportunités que nous devons créer en termes de formation, de stage, d'emploi, objectif assigné par le gouvernement, nous avions collecté, nous, avec le secteur privé, la Chambre des métiers, près de 346 000 opportunités. À date, au moment où je vous parle, nous avons fait une évaluation au niveau de mon ministère. C'est près de 150 000 jeunes qui ont déjà bénéficié donc, de ces différents programmes. Ce qui, pour nous, est très encourageant. Et ça rentre dans le cadre du fameux projet Agir pour les jeunes? Agir est un aspect. D'accord. Agir, c'est 19 500 jeunes pour cette année 2019, qui auront donc des financements pour 10 milliards de francs CFA. Mais c'est quand même 112 000 jeunes qui, l'année prochaine, vont bénéficier donc des mêmes financements avec une moyenne de financement de 500 000 francs CFA pour leur permettre donc de mener des activités. D'accord. C'est peut-être une mauvaise perception, mais on a le sentiment que ça se limite qu'à Abidjan et ses faubourgs. Ah non, pas du tout. À l'occasion de la visite du chef de l'État à Katiola, tous les jeunes de la région du Hambol, près de 600 jeunes ont bénéficié donc des programmes de financement. Vous avez l'ensemble du territoire national qui est couvert par notre dispositif. D'ailleurs, nous avons réglé un problème, puisque la plupart des jeunes qui étaient dans les endroits les plus reculés, en milieu rural, se plaignaient de ne pas accéder à nos programmes d'insertion. Vous avez une agence emploi jeunes qui a 15 représentations à l'intérieur du pays, dans 15 chefs-lieux de région, mais un jeune qui est à Goïtafla ou qui était à Séguéla, qui devait accéder au programme de l'agence emploi jeunes, devait se déplacer jusqu'à Daloa pour accéder donc aux informations. Donc il y a une déconcentration qui a été Aujourd'hui, nous avons créé des guichets emploi dans les 201 communes de notre pays, de telle sorte que le jeune de Goïtafla va au guichet emploi de Goïtafla, qui soit logé à la mairie, et accède déjà aux premières informations, aux premiers programmes de l'agence. Alors, de façon très simple, pour mieux comprendre le principe de l'agence emploi jeune, comment ça fonctionne? Je suis, moi, titulaire peut-être d'un baccalauréat ou peut-être d'un BEPC. Je me rends à l'agence emploi jeune. Comment ça fonctionne de façon très concrète? Vous avez deux approches. L'approche physique, donc vous pouvez aller dans une agence régionale, dans un guichet emploi, aussi de l'agence emploi jeune, vous inscrire, vous faire connaître votre profil, vos aspirations. Et l'agence derrière collecte avec donc, les cabinets de placement, avec toutes les structures partenaires, un certain nombre d'informations. D'accord. Et si votre profil correspond, selon ce que vous cherchez, stage, financement, vous êtes contacté. Vous êtes contacté. Vous avez aussi une plateforme technologique, www.agenceemploijeune.ci, et vous pouvez directement aller sur cette plateforme et puis renseigner. Et vous recevez donc une notification, des messages, et dès qu'il y a une offre qui correspond à votre profil, vous êtes automatiquement contacté. Je peux vous dire que ce processus technologique nous permet donc de réduire la corruption dans le processus et de rendre ce processus très transparent. Et énormément de jeunes Ivoiriens aujourd'hui, sans forcément connaître un tonton, un tanti, à travers ce processus transparent, une sorte d'égalité des chances. Accèdent l'égalité des chances au cœur de notre priorité. Alors, Princesse, vous parlez de programmes spécialisés dans les métiers porteurs. Quels sont ces métiers porteurs en Côte d'Ivoire? Le premier secteur aujourd'hui, et tous les rapports le demandent, c'est dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un potentiel énorme. Vous avez aujourd'hui, dans le domaine donc, du numérique, les TIC ou du digital, nous avons donc des opportunités énormes. Et de plus en plus de jeunes Ivoiriens s'orientent donc vers ces secteurs. Notre rôle, avec des structures partenaires, c'est de bien capter les aspirations de ces jeunes et mettre en place un dispositif d'accompagnement de ces jeunes.
Et l'agence a signé beaucoup de partenariats avec Jeunesse Numérique. Nous travaillons avec le ministère des Ressources halieutiques, puisque 3500 jeunes, par exemple, sont en train d'être installés. Ils auront donc leur ferme de poulets. Donc vous avez tous les secteurs qui sont couverts, mais le secteur agricole reste encore le premier secteur donc, en termes d'opportunités. Il y a un accent qui est mis sur le BTP ou pas? Parce que ce que les économistes pointent du doigt, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe avec de nombreux chantiers qui sont en cours, mais que ce développement n'est pas créateur d'emplois parce que toutes ces multinationales, justement, font venir des gens de l'étranger parce qu'on n'est tout simplement pas qualifié pour exercer dans ces domaines-là. Alors, est-ce que vous mettez l'accent sur le BTP aujourd'hui et tous ces métiers d'ingénierie? Alors là, je parlerai maintenant du gouvernement. Oui, le centre Oui, parce que vous êtes porte-parole adjoint du voilà, gouvernement. le centre Mohamed VI, par exemple, à Yopougon, qui nous a été offert par Le roi Mohamed VI, forme dans le domaine du BTP. Donc, vous avez aujourd'hui une orientation claire. Nous faisons en sorte que les enseignements dans nos centres de formation soient en cohérence avec les orientations économiques. Le chef de l'État veut que nous soyons un pays industrialisé et que nous ayons de plus en plus d'unités de transformation agricole, que ce soit pour l'anacarde, le coton, le cacao et autres. Donc ces unités qui vont se mettre en place ont besoin de main-d'œuvre, comme vous l'avez dit. Et il faut que nos centres de formation anticipent en formant des jeunes donc, dans des métiers qui, à très court terme ou moyen terme, vont nécessiter une main-d'œuvre. Je propose qu'on y aille sans transition aucune à la politique nationale. Quand est-ce qu'on connaîtra l'identité du candidat du RHDP à la présidentielle de 2020 ? Au moment opportun, le RHDP a son calendrier, Oui. le RHDP continue de s'organiser. Nous avons aujourd'hui finalisé la mise en place des instances de nos partis politiques. Au moment opportun, nos instances se réuniront et choisiront notre candidat. Alors, de ma mémoire, qui n'est pas peut-être très fiable, j'essaie de visualiser un calendrier dans ma tête et je ne retrouve pas la date au moment opportun, en fait. C'est un lundi, c'est un mardi. Alors, déjà, cette date-là sera arrêtée par les instances. Donc, il n'y a pas de date aujourd'hui, mais cette date précise Oui. sera connue quand nos instances se réuniront et Ouais. décideront donc de cette grande rencontre qui va choisir donc notre candidat. D'accord. À supposer que Henri Konan Bédié ne se présente pas, que Laurent Gbagbo ne se présente pas, donc le président Ouattara ne se présentera pas, selon ses dires. Qui est-ce qui est bien placé pour être D'abord, candidat chez vous ? nous n'agissons pas, nous, au RHDP, en fonction donc, de l'agenda des autres partis politiques. Nous avons notre propre Oui, non, mais je parle du calendrier. RHDP. Hein. Nous avons notre propre calendrier, nous Ouais. avons notre propre agenda. Ouais. Nous avons aujourd'hui un parterre de personnalités, en plus du président Hassan Ouattara, Ouais. qui sont à même de porter les couleurs du RHDP. Nous n'avons pas de préoccupation à ce niveau. D'accord. Voilà, nous ferons consensus autour du meilleur candidat. Qui est bien placé pour vous, et il d'après va vous gagner. Qui est bien placé Ils d'après sont vous ? plusieurs à avoir un bon potentiel. Ouais. Et nous choisirons le meilleur. Et le plus important, le président l'a dit, nous sommes une famille. Ouais. C'est l'esprit d'équipe qui va prévaloir parce que c'est une équipe qui va gérer ce pays à partir de 2020. Il y aura certes le président de la République, mais il y aura le vice-président, il y aura des ministres, il y aura des présidents des organisations. Donc c'est cette équipe qui va aller gagner les élections en 2020. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont inquiets de l'après Alassane Ouattara, qui se disent, mais s'il n'est pas là, Alassane Ouattara, qui est une sorte de gage, finalement, notamment pour les investisseurs, que deviendra la Côte d'Ivoire ? Vous dites quoi ? Je comprends, parce que généralement, dans les pays africains, les chefs de l'État en situation ne préparent pas leur après. Et donc, on se retrouve dans des zones d'incertitude lorsque ces chefs d'État arrivent donc à la fin de leur mandat. Nous, ce n'est pas pareil. Vous avez un président de la République qui est soucieux de la relève de génération et qui a travaillé à mettre en place une bonne équipe aujourd'hui avec, comme je l'ai dit, des personnalités dont les compétences se complètent et qui peut, chacune en ce qui les concerne, aujourd'hui être porte-flambeau donc, de notre parti. Donc nous n'avons pas de préoccupation. La relève a été préparée par le président Hassan Ouattara. Alors, sur la question de la Constitution et donc de l'éligibilité, chacun y va de son commentaire et de son analyse, notamment sur le cas du président de la République. Est-ce qu'il peut être candidat ou pas ? En tout cas, la Constitution actuelle lui permet d'être candidat. D'accord. On va parler de l'actualité. L'autre actualité politique, c'est évidemment ce qu'on pourrait appeler l'affaire Soro. Je pense que vous êtes revenu sur la question maintes fois. Mais sur NCI, on espère en savoir d'ailleurs un peu plus. Est-ce que la voix sur l'enregistrement sonore qui a été publié par le procureur est bel et bien celle de Guillaume Soro ? Vous qui êtes dans le secret des dieux ? Non, ce n'est pas une question de secret des Vous dieux. qui connaissez sûrement le sexe des anges ? Non, je ne connais pas le sexe des anges. Mais bon, ça c'est ma position personnelle. Ouais. Pour ce que j'ai entendu, Ouais. la voix ressemble à la voix donc, de Guillaume Soro. Et la probabilité que cette voix soit
la voix de Guillaume Soro est très forte. Maintenant, il reviendra à la justice de faire son travail. D'accord. Si ceux qui estiment que ce n'est pas la voix de Guillaume Soro ou qui estiment que c'était montage, ça a été tronqué, mais ils n'ont qu'à recourir à une expertise. Ce dossier aujourd'hui est entre les mains de la justice. C'est aujourd'hui un débat qui doit se mener au niveau donc, de la justice, et ça sera un débat d'experts. Et il s'agira pour la justice de se donner tous les moyens pour faire éclater la vérité. Est-ce que l'audio date bien de 2017 et si oui, pourquoi ne le révéler que maintenant? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le procureur d'abord n'a pas donné de date, il ne nous a pas dit de quand date l'audio. Ensuite, il a bien précisé que l'audio qui a été donc entendu n'est qu'un bout d'un ensemble d'éléments qu'il a, donc audio ou matériel. Et donc, rentrer dans des débats de date, pour moi, en fait, c'est mon point de vue, n'a pas de sens. On le saura lorsque le procès va s'ouvrir. Et deuxièmement, mais je trouve quand même aberrant que des gens nous disent que des activités criminelles menées, même si l'audio datait de 2017, donc quelqu'un qui aurait entrepris des activités criminelles il y a 2 ans ne peut plus être poursuivi parce qu'il y a 2 ans qui sont passés. Et le cas de 2015, la tentative de putsch manqué au Burkina Faso, où M. Soro est aussi incriminé. Alors là, on ne voit pas de réaction de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette action-là, à l'époque, n'était pas préjudiciable aux institutions Il y a eu de une la résolution, aussi, il y a eu la voix de la Côte d'Ivoire. Diplomatique. Il y a eu une résolution diplomatique donc, de cette Entre affaire. les deux chefs d'État. Et ensuite, la justice burkinabé a décidé donc, d'arrêter la procédure. De le mettre en stand-by, pas de l'arrêter. Oui. En tout cas, la justice burkinabé a décidé, pour des questions de procédure interne, donc, d'arrêter donc, cette procédure. Vice de procédure. Mais toujours est-il qu'il y a eu un procès au Burkina où les mêmes éléments ont servi au procès. L'audio aurait été authentifié au cours donc, du procès au Burkina et d'autres personnes qui ont été mêlées à cette affaire ont été condamnées. Moi, je ne veux pas revenir sur ça. Ce qui est important ici et qui est grave pour notre pays et pour la démocratie, c'est l'ambiguïté dans laquelle se positionnent certains acteurs politiques. Vous savez, la démocratie ne peut pas s'accommoder avec les activités subversives. Il faut que chaque homme politique, aujourd'hui, donc en 2019, ait un positionnement clair. On ne peut pas accepter qu'au moment où ce pays, après toutes les décennies de crise que nous avons connues, est en train donc de se relever, mais que des acteurs politiques, manifestement, n'ont de projet que de faire un coup d'État et replonger ce pays. C'est inacceptable. Est-ce qu'il est vrai qu'on a découvert des armes en plus de ce qu'on sait, des armes à Yamoussoukro et à Danane également? C'est vrai ou pas? Je n'ai pas connaissance d'armes découvertes, en tout cas à Yamoussoukro ou à Danane, mais il y a des armes qui ont été découvertes ici, donc dans la région d'Abidjan, des RPG-7, des Kalash, des missiles anti-chars. Ça, c'est inacceptable. D'accord. Le chef de l'État est ferme sur la question du mandat d'arrêt. Nul n'est au-dessus de la loi. Il a même dit ancien président comme nouveau président. Est-ce qu'il visait quelqu'un en particulier quand il a dit ancien président? Guillaume Soro est un ancien président d'institution. Oui, il a dit président d'institution, ancien président. Non, ce que le chef de l'État a voulu dire, c'est que... Nul n'est au-dessus de la loi. Même lui-même, il a dit, même les présidents en fonction, C'est nul n'est au-dessus de la loi. D'accord. Le fait d'être un acteur politique n'est pas une humilité. Vous savez, et je l'ai rappelé chez vos confrères à l'étranger, en France, on sait que certains candidats en pleine élection présidentielle ont été poursuivis par la justice. Oui. Donc le fait d'être un homme politique ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Mais c'est ce qui revient à chaque fois, justement, quand ces affaires-là tombent dans des périodes d'élection. On se demande si on peut composer avec des gens dont on connaît les intentions, mais dont il faut couper la tête une fois qu'on arrive, qu'ils ont des ambitions présidentielles. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se reproduire? C'est la grande question que tout le monde se pose ici. Est-ce que vous êtes posé savoir pourquoi ces personnes ont précipité l'annonce de leur candidature? Puisque ces mêmes personnes ont eu à faire des déclarations en octobre pour dire qu'elles rentraient en Côte d'Ivoire et qu'elles savent qu'il y a des projets d'arrestation et que rien ne peut leur arriver. Déjà en octobre. Est-ce que ces personnes n'ont pas justement précipité l'annonce de leur candidature pour se donner une sorte de couverture, sachant que les actes posés ont des conséquences qui auraient forcément une suite judiciaire? Il faut qu'on aille au fond du débat. Est-ce que vous pensez que la France va exécuter ce mandat d'arrêt ou pas, en cas de demande d'extradition? Il reviendra aux autorités compétentes en la matière donc d'agir. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, de la France ou ailleurs. Et notamment, en tout cas en ce qui concerne la justice ivoirienne, un mandat d'arrêt donc a été lancé.
a été émis et ensuite Interpol a été saisi. Dans la livraison du journal du dimanche de la semaine écoulée, Guillaume Soro estime qu'Emmanuel Macron n'a pas eu suffisamment de courage pour dire à ses hôtes ivoiriens que la démocratie doit être respectée en Afrique. Vous dissertez en quelques phrases? Je lui laisse la responsabilité de ses propos que je ne veux pas du tout commenter. S'il a des problèmes avec Emmanuel Macron, il les règle avec Mme Macron. Ce dont il s'agit ici, aujourd'hui, ce sont ces activités subversives. Parce que quand on nous dit que ça date de 2017, mais je rappelle qu'en 2017, M. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Afoussi Bamba, son porte-parole des circonstances, est en train de nous dire que dans un État normal, dans un pays normal, un président de l'Assemblée nationale peut s'adonner à des actes subversifs? C'est inacceptable. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du rapprochement Bédié-Gbagbo d'un côté et Soro-Bédié de l'autre côté? Tous les rapprochements peuvent se faire, nous sommes en politique. D'accord. Le plus important pour nous, au niveau du RHDP, c'est d'abord de réunir les enfants d'Oufoué-Boigny, c'est d'avoir aujourd'hui une base assez large. Et vous savez que le RHDP aujourd'hui va au-delà de nos partis traditionnels. Vous avez des transfuges donc, de tous les partis politiques. Nous pensons que le socle sur lequel doit être bâti ce pays, c'est vraiment l'union et le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Et ça se voit à travers nos représentants sur l'ensemble du territoire. Nous sommes le seul parti politique à avoir une représentation nationale en termes de couverture, avoir pu positionner des candidats dans toutes les localités du pays. Les autres n'ont pas réussi à le faire. Nous sommes la seule force aujourd'hui à même de rassembler les Ivoiriens. Il y a de coutume à la faveur de toutes les visites, notamment des présidents français en Côte d'Ivoire, de consulter notamment l'opposition politique. Ça n'a pas été le cas. Si, ça a été fait. On a été peut-être qu'ils ne vous l'ont pas dit, mais on a été reçus par le directeur Afrique du Quai d'Orsay le samedi matin. Nous, au nom du RHDP, ensuite les partis de l'opposition. Chacun a donné sa lecture. Pas par le président Macron. Mais peut-être que son agenda ne l'a pas permis, mais je sais qu'en marge donc, de cette visite, nous avons été reçus. Chacun a donné sa lecture donc, de la situation de notre pays. Alors, il y a un fait peut-être anodin ou important, je ne sais pas, qui a suscité beaucoup d'interprétations, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le voyage furtif du chef de l'État sur Abuja pour participer donc, au sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, alors qu'il y avait une visite officielle du président français. C'est normal? C'est anormal? Mais il n'y a rien d'anormal. D'accord. Le chef de l'État avait des engagements donc, à Abuja, c'était sûr. L'hôte du chef de l'État savait l'agenda donc, du chef de l'État. Et tout ce programme a été fait en cohérence entre les deux pays. Donc il n'y a rien d'anormal. C'est une tradition ici, on va vous laisser conclure en 30 secondes. Mais déjà dire que sur le premier volet, sur la dynamique d'insertion qui a été mise en place, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, mais je peux vous dire que nous avons aujourd'hui une bonne dynamique en cours et nous sommes en train donc d'inverser la tendance. Et je voudrais dire aux jeunes qui me regardent que nous nous battrons pour que le maximum de jeunes aient des opportunités. Maintenant, il leur reviendra aussi de se battre pour saisir l'ensemble des opportunités que le gouvernement et les partenaires de la Banque mondiale, BAD, sont en train donc de mobiliser pour eux. Pour le second volet, je dirais tout simplement que le jeu politique a aussi besoin de clarté et de transparence. Et que nous avons un pays qui a été meurtri par une crise et que certains acteurs politiques ne peuvent plus continuer éternellement à évoluer dans l'ambiguïté, dans la violence, dans les projets de coup d'État, d'assassinats ciblés de personnalités. Pour notre démocratie, il nous faut renoncer à tout cela. Et quand on veut incarner une génération nouvelle, ce n'est pas seulement en termes d'âge, mais c'est en termes aussi d'idées, de projets. Bien pris. Et cela ne peut pas se faire avec donc, des projets de coup d'État totalement inacceptables dans Parfait. notre pays. Est-ce que vous nous promettez, en oui ou non, de répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici chaque fois que de besoin? Ah oui. Parfait. Mamadou Touré, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci de nous avoir invités. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière.